Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Bonsoir, Jeanne Papillon. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la catastrophe humanitaire liée au dérèglement climatique. Catastrophe qui dévaste la Somalie, loin des yeux et des caméras. 3e année sans saison des pluies. Sécheresse entraînant la mort du bétail et des récoltes. La famine menace plus de 6 millions de personnes, selon le dernier rapport de l'ONU. Et avant tout, les enfants. The humanitarian context in Somalia is worsening faster than we originally projected and expected. Nearly 1 in 3 are facing serious hunger, meaning that they're skipping meals or going days without enough food. Children are paying the highest price. Une situation politique instable, la suppression de l'USAID, l'aide humanitaire fournie par les États-Unis jusqu'à présent, et puis le blocage du détroit d'Ormuz. Est-ce que tout cela explique l'aggravation d'une situation déjà critique pour les Somaliens? On en débattra ce soir avant de vous retrouver, Marie Bonisseau et Xavier Maudieu pour vos chroniques. Et pour un fiasco, Elisabeth, présenté comme une métaphore de la présidence de Donald Trump aux États-Unis, la rénovation du miroir d'eau du Lincoln Memorial à Washington, c'est vert, ça vire au vert irrémédiablement et nous allons regarder vers le passé. Et vous, Marie? Elles se font rares, mais je ne sais pas si on va les regretter. Les cabines d'essayage disparaissent peu à peu de certains magasins de vêtements. J'essaie de vous expliquer pourquoi. Pourquoi? À tout à l'heure. Et pour commencer, on reçoit un homme en colère et qui ne manque pas de panache, paraplégique depuis ses 18 ans, devenu numéro 1 mondial du tennis fauteuil, médaillé d'or aux Jeux paralympiques 2008. Michael Jérémiaz se bat contre l'indifférence et même l'inertie des pouvoirs publics. Les discours sur l'inclusivité des handicapés ne sont pas suivis d'effets concrets. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a vraiment tort? Quand vous prenez le métro, est-ce que vous avez déjà vu des rampes pour les fauteuils roulants? On en parle avec notre Andy Hérault tout de suite. Oh, mais quelle surprise! Michael Jérémiaz, bonsoir. Bonsoir, quelle bonne surprise. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Ben oui, le boléro de Ravel, c'est quand même la musique que vous avez entendue lors peut-être d'une des journées les plus émouvantes de votre carrière, Ouais, on peut en dire ça. 2024. On peut dire ça, ouais. J'ai eu la fierté d'être un des derniers relayeurs de la flamme paralympique et on est place de la Concorde. Et il y a 150 danseurs, il y a 30 000 personnes et je ne sais combien de millions de téléspectateurs. Et c'est mon moment. Et Dans votre fauteuil roulant. en fauteuil roulant et Portant avec la flamme. la flamme. Et je lève le bras et il lance le boléro de Ravel pour une séquence inoubliable. Ouais. Voilà. Très émouvante. Une sorte de symbole, d'incarnation, de cristallisation de cette notion de rebondir. Ouais, c'est ce que Voilà. je me suis raconté à ce moment-là. C'est Oui. 25 ans de combat, 25 ans de Pour vie ça. en fauteuil roulant. Et j'ai eu le temps, parce que c'est long, le moment pour repasser. J'ai passé 20 minutes au pied de la place de la Concorde à me refaire toute cette histoire-là. D'où l'émotion et cette tête d'un petit garçon très, très ému de la... Éberlué. Ouais. On en parle dans un instant après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Michael Jérémiaz, depuis 25 ans, vous vous battez pour banaliser la différence. Classé parmi les meilleurs mondiaux tout au long de votre carrière de tennisman en fauteuil roulant, vous sortez aujourd'hui un livre à l'attention des enfants. Alors comment modifier le regard sur le handicap? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. À l'âge de 18 ans, vous pratiquez le ski à Avoria. Vous arrivez très vite sur un saut, vous décollez trop haut. Je vais me fracasser, je flippe, mon cerveau décroche et je tombe, évanoui. Paraplégique, vous entamez une rééducation et des questions vous hantent. Allez-vous pouvoir travailler, voyager, avoir une vie sexuelle? 1 an après l'accident, vous commencez à pratiquer le tennis fauteuil. C'est un moyen de se défouler, d'exister en fait, de faire un peu comme avant, quoi. Moi je faisais du tennis avant et là maintenant j'en refais, je sors du terrain, je suis fatigué, j'ai sué, je me suis défoncé, je me suis bien amusé en plus. Vous remportez de nombreux tournois, vous devenez numéro 1 mondial en double et en simple au milieu des années 2000. C'est pas tombé du ciel, ça a été des années de travail, d'entraînement très dur et tout. Vous vous mariez, vous vivez comme un tennisman professionnel valide, entraînement, compétition, vous voyagez aux 4 coins du monde, vos parents, Michel et Richard, vous conduisent parfois à l'aéroport. On arrive à se parler dans la voiture, on arrive comme il est très occupé, il est tout le temps entre deux trucs. C'est un moment privilégié où on peut se dire des choses vraiment intimes. Quadruple médaillé olympique, vous remportez l'or à Pékin en 2008, mais vous regrettez le manque de considération des politiques au pouvoir. Moi à Athènes j'avais eu le bronze et l'argent, j'avais eu des TEDx de plein de ministres, de plein de monde, de présidents et tout. Et là, rien. Franchement, rien.
Porte-drapeau de la délégation française au JO de Rio en 2016, vous prenez ensuite votre retraite sportive. En 2024, vous assurez l'un des derniers relais de la Flamme. Militant, vous intervenez dans les médias et vous accompagnez les personnes handicapées au sein de l'association Comme les autres. Dans votre livre, vous précisez « Je n'ai qu'un but, rendre le handicap visible pour qu'il ait sa place dans la société ». Merci pour Quel résumé, quelle Super existence. résumé. Et quelles images. Mickaël, Qu'est-ce que vous avez trouvé Jérémias, ça c'est le secret de Gaël Legras. Quand vous avez eu votre accident, vous aviez 18 ans, on était en 2000. Est-ce que vous connaissiez des handicapés physiques ou mentaux, ou est-ce que c'était terra incognita, vraiment, Complètement le handicap? terra incognita, à 18 ans, le handicap est particulièrement invisible à cette époque-là. La seule représentation qu'on a du handicap, c'est le Téléthon 2 jours par an sur France Télévisions, c'est tout. Le handicap n'existe pas, il n'est pas représenté. Le sport encore moins, le handisport, le paralympisme. Donc je tombe dans un monde et au sein de minorités qui m'est totalement inconnu. Vous évoquez dans vos interviews et dans vos prises de parole souvent un tabou, qui est le tabou ultime, qui concerne les handicapés mentaux et physiques, la sexualité. Est-ce qu'on en parle? Parce que ça vous a hanté. Si vous en parlez, on aura un grand vous plaisir. Aviez 18 ans, vous étiez un jeune homme et vous étiez obsédé quand vous êtes retrouvé paraplégique. Oui, enfin pas plus que nous tous à 18 ans. On parle de vous, là. C'est vous qu'on interviewe ce excusez-moi. soir, Mickaël Jérémias. Non, mais, et vous voulez lever ce tabou, précisément. En fait, moi, quand j'ai 18 ans et que j'ai mon accident, les 3 premières semaines, après la lésion que j'ai à moelle épinière, je suis paralysé du nombril jusqu'aux orteils. Et donc, il n'y a pas d'activité physique, réflexe, il n'y a rien. Et effectivement, je vais accepter beaucoup plus rapidement, même si c'est dur, l'idée que je ne pourrai plus jamais remarcher. Bon, je ne peux pas me battre si on me dit que ma colonne vertébrale est brisée, je ne remarcherai pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est inconcevable à 18 ans de se dire qu'une vie intime, une vie sexuelle ne sera plus envisageable. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel je me suis rassuré par la suite parce qu'il y a eu une récupération neurologique. La Tour Eiffel va bien. Oui, la Tour Eiffel se porte bien. La Tour Eiffel, enfin, elle éclaire toutes les nuits. Il y a 26 ans, maintenant c'est la Tour de Pise. Mais donc pour le coup... Ça c'est l'âge, évidemment, Jérémias. on est tous là. Mais pour le coup, la réalité c'est que c'est un tabou, mais que je ne connais pas. À ce moment-là, moi, j'ai 18 ans et je veux reconquérir mon corps, mon intimité, le désir. Je veux me prouver qu'une personne handicapée puisse plaire. Et donc, c'est effectivement une quête frénétique en centre d'éducation, puis par la suite, pour me le prouver et retrouver cette vie-là. C'est ça, et être un homme accompli. Et vous dites, dans le cadre du handicap mental, c'est pire. Vous dites, il y a même parfois de la castration chimique. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est perçus comme des objets de soins. Ouais. Donc, le dernier souci de la société, c'est d'imaginer qu'il faut accompagner, voire encadrer, quand on parle de handicap mental, d'accompagner la sexualité. Oh ben non, c'est pas leur truc, mais en fait, la question du désir, la question du besoin, c'est universel. On nous a pas enlevé de ça. Moi, j'ai entendu des histoires dramatiques sur des besoins d'adolescents en situation de handicap mental, et dont le papa ou la maman devait satisfaire le besoin physique. Donc on est dans des situations complètement folles. On n'est pas capable en France, à l'Assemblée, d'avoir ne serait-ce qu'un débat sur les assistants sexuels. Je parle d'un débat, je dis pas de l'imposer. Un débat. Même ça, on n'a toujours pas été capable de le faire. Donc c'est un tabou, et de comprendre qu'on n'est pas des objets de soins, on est des êtres humains, avec pour certains des pathologies, des besoins spécifiques, ou pas d'ailleurs, et que tout ça se banalise. Oui, c'est un des enjeux. Et qu'il n'y ait pas un regard de pitié, c'est important. Vous racontez cette histoire de cette femme qui vous regarde dans la rue et que vous allez confronter. C'est ma première sortie du centre de rééducation. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans, mon frère me force, j'ai des permes tous les week-ends, et il me dit, viens, on va se balader dans le quartier, c'est chiant d'être enfermé. Et cette dame croise mon regard, elle a une quarantaine d'années, et elle me regarde avec toute la misère du monde dans son regard, toute la tristesse. Commisération. Mais c'est une horreur, la manière, et de très loin, et puis en plus, elle n'a pas la discrétion de le faire justement discrètement. Donc elle me regarde comme ça, et elle continue. Et je suis pris d'un truc, je me dis, c'est comme ça qu'on va me regarder à partir d'aujourd'hui. Donc là, j'ai un élan d'autonomie, je lui attrape le bras, pas pour lui faire mal, mais je serre un peu fort, et je lui hurle dessus, en disant, pourquoi vous me regardez comme ça? Mon frère derrière qui tire le fauteuil, mais lâche-la tranquille, la dame qui hurle, lâchez-moi, donc la scène. Et c'est le début d'un combat qui est en fait, moi, je revendique d'être comme tout le monde, avec ma réalité, et vous que ne plus jamais... pas la pitié, vous ne voulez pas de pitié. Mais la pitié, c'est pas forcément un sentiment négatif, mais il faut que ce soit approprié. Avoir pitié de quelqu'un dans une situation, ça peut même être très noble. Mais non, moi, quand on est comme ça, je veux pas votre pitié, votre empathie excessive, votre bienveillance excessive. Je veux qu'on ait un rapport égalitaire. Symétrique. On va évoquer avec vous, Mickaël Jérémias, et avec Anna, le fait que dans 2 ans, les Paralympiques de Los Angeles, mais évidemment vous le savez mieux que personne, la ville se prépare. Oui, en 2028, Los Angeles accueillera pour la 3e fois de son histoire les Jeux Olympiques après les éditions de 1932 et 1984, mais c'est surtout la première fois que des Jeux Paralympiques vont s'y tenir. Et pour l'occasion, le très emblématique Memorial Coliseum qu'on va voir servira d'écrin aux épreuves de para-athlétisme, mais aussi à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques le 27 août. Et la maire de la ville, Karen Bass, ambitionne de rendre ces Jeux
paralympiques les plus accessibles possibles, avec cette devise Games for All, des Jeux pour tous, et c'est un peu ce qu'avait promis Paris en 2024. Et la première mesure qui a été adoptée par le conseil municipal, c'est de rebaptiser une des avenues qui mènent à ce Coliseum Paralympic Way, et ça c'est une première. Et puis derrière, un plan d'accessibilité doit suivre pour faciliter l'inclusion des personnes handicapées. Alors est-ce que vous y croyez à ces promesses d'inclusion et d'accessibilité post-JO après votre expérience à Paris ? Moi, je fais partie du comité de candidature. J'ai été membre de la commission des athlètes et consultant auprès du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le COJO, on s'est bagarré. J'ai travaillé beaucoup avec Marie Barsac, la directrice de l'héritage des Jeux. Aujourd'hui, 2 ans après, zéro héritage. C'est une catastrophe. C'est une trahison politique, c'est une trahison économique, médiatique. Les grandes promesses de plus de médiatisation du parasport, d'une façon un peu différente de parler de nous, la manière dont les politiques se sont complètement retirées, aucune politique publique engagée sur justement l'après, la manière dont on nous a dit que le sport, on avait enfin compris à quoi servait le sport partagé pour tous, enjeu de santé publique, de lien social. Rien à foutre, ça a complètement disparu, on a torpillé le budget du sport, on sait très bien que c'est les femmes et le handicap qui en pâtit le plus, et puis le monde économique s'est barré de ça. Donc. Mais justement, Michaël Jeremias, vous dites, il pourrait être pragmatique, voire même cynique, dans le bon sens du terme, et réaliser qu'un euro investi dans le sport, c'est 13 euros économisés pour les finances publiques, parce que c'est moins d'argent dévolu à la lutte contre les maladies liées à l'obésité, diabète, etc., et que le sport est là pour aider à lutter contre ça. Mais c'est ce que je m'explique pas. Alors si, c'est peut-être qu'il faudrait qu'on ait un seul mandat d'un président de 7 ans et non pas l'obsession de se faire réélire. Alors on m'a proposé pas à ce niveau-là, mais à d'autres postes plus raisonnables. Mais pour le coup, effectivement, il faut être complètement pas con, parce que je pense que c'est pas un problème d'intelligence, en l'occurrence. Mais à quel moment on sait que ça coûte des milliards aujourd'hui d'avoir une population sédentaire, et particulièrement les personnes handicapées, et dont l'enjeu de l'espérance de vie, du bien vieillir est un vrai, et de pas se donner les moyens de l'anticiper en injectant des millions, et qui existent s'il faut les trouver, et surtout faire preuve de bon sens pour anticiper ça. Et je parle même pas de création de lien social, de confiance en soi, de liberté d'entreprendre sa vie, d'accéder peut-être plus facilement à l'emploi, à une vie sociale épanouie. Donc moi, ça me met hors de moi d'avoir, et droite comme gauche, c'est le constat que je fais depuis Chirac, en passant par Hollande, Sarko et Macron, il n'y en a pas un qui, en tout cas sur cette question, a réussi à le faire. Pour moi, c'est un échec dramatique. En 2011, il y a eu le film de Toledano et Nakache, Inséparables, 19 500 000 entrées. On se disait, il y aura un avant et un après. Ben, en fait, non. Par rapport à la visibilité, par rapport à l'inclusivité, par rapport à ce rapport aux handicapés, c'était un tétraplégique, pas un paraplégique. Oui, mais c'est pas l'histoire d'un tétraplégique, c'est l'histoire de 2 hommes qui sont dans des mondes opposés, qui vont se rencontrer, et c'est la très belle histoire. Et effectivement, ça fait du bien. Enfin, moi, j'ai échangé avec Éric Olivier récemment, je leur ai surtout dit qu'à cause d'eux, on m'a fait chier pendant des années à me dire pas de bras, pas de chocolat, alors que c'est pas du tout approprié à quelqu'un qui, ou des femmes en soirée qui me faisaient ça à mes oreilles. J'ai dit, moi, ça me fait pas plus que à toi, concentre-toi sur l'essentiel. Donc, non, ça contribue, mais c'est comme le film d'Artus. Ça met en lumière quelque chose. Un petit truc en plus. Mais vous croyez vraiment que ça a changé quoi que ce soit dans le droit des personnes avec un handicap mental? Rien. Et notamment même aux acteurs qui, eux, ont été surexposés. Donc, tout ça doit faire partie d'un engagement et un combat collectif. À long terme. Et qui n'est pas fait. Merci. Écoutez, vous êtes un grand vivant et votre énergie est communicative en tout cas. Merci Michaël Jeremias. Et ça, c'est pour les jeunes. C'est un livre pour les jeunes. Chez Nathan. Rebondir, les jeunes aussi. Merci d'être venu dans 28 minutes et bon retour à Londres où vous vivez aujourd'hui. On va passer à notre débat d'ici là sur le désastre humanitaire qui se déroule loin des caméras en Somalie, pays situé sous la Corne de l'Afrique. Sécheresse à répétition, mort des troupeaux, mort des récoltes et 6 millions de Somaliens menacés de famine aiguë, dont 1,5 million d'enfants selon le dernier et le plus récent rapport de l'ONU. Où en est l'aide humanitaire? Vu son instabilité politique, le pays pourrait-il se remettre de la catastrophe en cours? On en débat, on en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Cette année encore, il n'y a pas eu de saison des pluies en Somalie. Dans plusieurs régions, la végétation est brûlée par le soleil, le bétail ne trouve pas de quoi se nourrir, cet éleveur voit son cheptel dépérir. J'avais 500 chèvres, il ne m'en reste plus que 50. J'avais 70 chameaux, il m'en reste 20. 60% de la population somalienne dépend de l'élevage. Sans ressources ni revenus, des dizaines de milliers de familles trouvent refuge dans des camps de fortune, la faim et la peur au ventre. Si la pluie ne vient pas bientôt,
Des gens pourraient commencer à mourir, comme le bétail. Sous l'effet du dérèglement climatique et du phénomène El Niño, des pluies se sont abattues sur la capitale Mogadiscio ces derniers jours. Mais pas de quoi pallier une sécheresse qui accentue l'insécurité alimentaire. L'ONU prévient, plus de 6 millions de personnes, soit un habitant sur 3, sont actuellement confrontés à une faim aiguë, notamment des enfants qui souffrent de malnutrition. La situation est rendue encore plus dramatique à cause de la crise au Moyen-Orient, qui fait grimper les prix du carburant, plus 150% et plus 20 à 30% pour la nourriture. Le blocage du détroit d'Ormuz a compliqué une situation déjà extrêmement précaire, sur fond de conflits armés et de déplacements de population. Mais la famine menace d'autant plus que les États-Unis, principaux pourvoyeurs d'aide humanitaire en Somalie, ont opéré des coupes budgétaires drastiques sous l'impulsion de Donald Trump. Les coupes dans l'aide ont eu un impact spectaculaire en démantelant l'environnement protecteur auquel les populations avaient auparavant accès. On est au bord de la rupture. Alors, entre le recul de l'aide humanitaire et les facteurs géopolitiques, la Somalie peut-elle faire face? Quel est l'impact du dérèglement climatique sur le risque de famine? Comment répondre à l'urgence humanitaire? Nos trois invités pour ce sujet, pour ce débat. Lucille Grosjean, bonsoir, porte-parole de l'UNICEF. Vous avez participé à plusieurs missions d'urgence en Somalie pour action contre la faim. Vous estimez que la Somalie vit une crise sans précédent dans son histoire, d'autant plus que sa population se compose majoritairement d'éleveurs et d'agriculteurs qui dépendent directement du climat pour vivre et pour survivre. À côté de vous, Thomas Melogno, bonsoir, chef économiste à l'Agence française de développement, l'AFD, qui a publié en janvier de cette année l'économie africaine 2026, un rapport sur le thème adaptation au changement climatique en Afrique, comprendre, planifier, investir. Et à propos du sujet qui nous intéresse ce soir, la Somalie, vous estimez que la population somalienne pâtit aussi de l'augmentation des prix de l'énergie et des engrais en cause la guerre en Ukraine, la fermeture du détroit d'Ormuz, qui ont certainement renforcé l'insécurité alimentaire dans le pays. Et à côté de vous, Vincent Hugeux, bonsoir. Grand reporter, spécialiste de l'Afrique, dernier ouvrage, Les fers et le fouet, une histoire raisonnée de l'esclavage. Vous considérez que la situation en Somalie n'est pas que la conséquence du réchauffement climatique, qu'il y a aussi un contexte politique, milicien, militaire, qui empêche le bon acheminement des denrées. Il ne suffit pas de débloquer des fonds, il faut que l'aide parvienne à ceux qui en ont besoin, ce qui est loin d'être garanti. On développera tout ça, mais on démarre avec le sigle du jour. IPC, pour en français, cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. C'est une échelle reconnue internationalement pour évaluer la gravité d'une sous-alimentation avec 5 échelons, la famine étant le plus élevé. 3 critères caractérisent une situation de famine. Au moins 20% de la population est confrontée à des niveaux extrêmes de faim. Un tiers des enfants sont amaigris ou trop maigres pour leur taille et le taux de mortalité double par rapport à la moyenne habituelle. Lucille Grosjean, où est-ce qu'on en est concrètement en Somalie? Quel est le quotidien de ces Somaliens qui sont touchés par la faim? Très concrètement, aujourd'hui, il y a 6 millions par rapport au tableau qu'on voit. Il y a 6 millions de personnes qui sont dans le stade 3 ou plus, sachant qu'on est dans un pays d'à peu près 20 millions d'habitants, donc plus d'un tiers, en gros, de la population qui est dans un stade de crise déjà. Et il y a certaines zones de Somalie, notamment une région de Somalie qui a été déclarée en stade 5, donc dans le stade de famine. Donc la situation est d'ores et déjà extrêmement grave. Et on arrive à la fin de la saison des pluies, la dernière saison des pluies, qui n'a pas été si mauvaise. Mais le tout, c'est qu'on était tellement sur un enchaînement de sécheresse que de toute façon, ça n'a pas pu rattraper la situation qui était déjà extrêmement compliquée pour les éleveurs, les agriculteurs, les familles, les enfants, et qui du coup commencent beaucoup à se déplacer à partir de leur village parce que plus d'eau, plus de pâturage, plus de champs possibles, plus d'animaux, et qui rejoignent les centres urbains pour essayer de grappiller de l'aide autant que faire se peut. Dans des camps de fortune. Thomas Melogno, et justement, il a plu là, il y a quelques jours à Mogadiscio, la capitale, après quasiment 3 années sans pluie. Mais en fait, c'est le phénomène El Niño. Visiblement, la Somalie subit le réchauffement climatique alors qu'elle n'est responsable que de 0,03% des gaz à effet de serre.
Oui, la situation pour la Somalie est assez claire. C'est pas du tout un pays qui est à l'origine du changement climatique. Ça, c'est vraiment les États-Unis, la Chine, l'Europe. En revanche, les conséquences sont très, très fortes. Alors, cette année, le phénomène El Niño probablement a accru la sécheresse et peut-être accroîtra les pluies en fin d'année. C'est ce que dit la FAO. Mais disons qu'indépendamment des phénomènes plus ponctuels, ce qui se passe, c'est quand même une aggravation, une élévation des températures et donc une aggravation structurelle des sécheresses. Donc, il y a une situation alimentaire particulièrement grave cette année, mais qui se rajoute à une situation qui était elle-même défavorable. On est sur un pays où déjà l'agriculture était un peu marginale. La Somalie importe 90% des céréales qu'elle consomme. En revanche, l'élevage est extrêmement important en Somalie, c'était dit juste avant. Et les chaleurs extrêmes, on les ressent pour nous-mêmes, mais ça a des impacts aussi très forts sur l'élevage et sur le bétail. Donc il peut y avoir une mortalité très importante du bétail. Et c'est les enfants qui sont les premières victimes. On parle de plus d'1,5 million d'enfants soumis à ces états de... Quasiment 2 millions en l'occurrence maintenant. Quasiment 2 millions maintenant. 2 millions qui sont en situation de malnutrition aiguë. Donc on commence à aller, on est dans un stade où c'est une maladie. On n'est plus juste sur... un manque de nutriments où on a faim, etc. On est au stade de la maladie. Ouais. Et donc quasiment 500 000 qui sont au stade ultime de cette malnutrition aiguë, la forme la plus sévère, qui est mortelle à court terme. Vincent Hugeux, on s'interroge, est-ce qu'il est envisageable pour ces femmes, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont énormément d'enfants, d'accéder à la contraception ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne peut pas exister ? Vous avez quand même des invariants et des écueils culturels qui sont extrêmement pesants, en l'occurrence. Et puis, vous avez donc ces femmes qui, très souvent, après une longue marche et avoir perdu 2, 3, 4 enfants, se retrouvent dans un camp de réfugiés, par exemple autour de la ville de Kismayo, dans le sud, où il reste un hôpital plus ou moins fonctionnel, avec des lits où vous avez des enfants malnutris alignés les uns à côté des autres et pour lesquels l'espérance de vie est de quelques jours, de quelques semaines. Moi, je propose qu'on ouvre une souscription pour les climato-sceptiques de cette planète et que l'on finance un charter. Ceux qui doutent encore de la réalité, par exemple, du phénomène Niño, devraient aller faire un petit stage en Somalie ou ailleurs. Et j'observe d'ailleurs qu'on pense très souvent, c'est notre invariant culturel à nous, la persistance rétinienne, de la sécheresse extrême. Mais ce n'est pas que ça. C'est cette alternance de sécheresse récurrente et d'inondations dantesques, et aussi ravageuses d'ailleurs, de cette manière que la sécheresse. Phénomène qu'on trouve pas seulement en Somalie, mais en Europe, mais aussi dans l'ère sahélienne, par exemple. En fait, vous prenez un shaker et vous mettez tous les ingrédients du même cocktail toxique, donc les sécheresses récurrentes, l'affaissement spectaculaire de l'aide, l'instabilité, les conflits armés, vous secouez très fort et vous avez la Somalie d'aujourd'hui. Ouais. Les premières victimes, vous y sont souvent les enfants, les plus faibles. Écoutez la directrice de l'action humanitaire de l'ONG Save the Children, que vous devez connaître certainement et qui est présente en Somalie. Rien que pour cette année, on prévoit qu'1,84 million d'enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë. La situation des enfants dans toute la Somalie est extrêmement préoccupante. Les taux de malnutrition ne baissent pas. Nous constatons la propagation de maladies infantiles à travers le pays. Les taux de déscolarisation sont actuellement très élevés et continuent d'augmenter en raison de la sécheresse. Lucille Grosjean, concrètement, il y a encore des centres de santé qui fonctionnent ou ils ferment les uns après les autres ? Il y en a encore qui fonctionnent et on essaie de les soutenir un maximum à l'UNICEF, mais notamment du fait de toutes les baisses d'aide qu'on a vécues, notamment depuis l'année dernière. On en est quasiment à 600 de ces centres de santé qui ont soit fermé, soit ont réduit drastiquement leurs activités. 600 sur combien à peu près ? Sur plus que ça, parce que c'est vraiment des petites structures, etc. Mais ça reste un impact énorme. Et du coup, il y a un vrai enjeu d'éviter l'effondrement du système de santé dans le pays, où là-bas, c'est là où il y aura la disponibilité des traitements contre la malnutrition, etc. Alors vous avez évoqué la baisse des aides, évidemment, on pense à la suppression de l'USAID par l'administration Trump. On en parle avec vous, Anna. Oui, en mars 2025, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, annonçait officiellement la fin de l'USAID et l'arrêt immédiat du financement de plus de 80% de ces programmes dans le monde. Et en Somalie, cette aide américaine, elle contribuait à 54% des besoins humanitaires selon le gouvernement somalien. Et aujourd'hui, elle est réduite à 0. MSF des agences de l'ONU, vous l'avez dit, rapporte que beaucoup de centres de santé et de nutrition ont dû fermer faute de financement. Résultat, avec moins de personnel, moins de médicaments, le nombre de cas de malnutrition, d'infections respiratoires, de diarrhée et de rougeole a explosé dans le pays. Et par ailleurs, la Somalie est dans le viseur de Donald Trump. Tout à fait. En fin d'année dernière, le président s'en est pris à la communauté somalienne au sujet d'un scandale dans le Minnesota. Il a eu des mots très durs, je le cite. En Somalie, ils n'ont rien. Ils ne font que s'entretuer. Leur pays ne vaut rien.
Leur pays est pourri. Quelques jours plus tard, son administration suspendait le programme d'aide alimentaire en Somalie, le PAM. Finalement, la distribution a bien repris à la fin du mois de janvier, mais les États-Unis ont tout de même tenu à rappeler qu'ils continuaient à réévaluer leur posture d'assistance en Somalie. Et pourtant, on a appris la semaine dernière que les États-Unis annonçaient une aide d'urgence de 800 millions de dollars pour l'Afrique et notamment pour ce programme alimentaire mondial dont la Somalie pourrait probablement bénéficier. Thomas Melonio, comment est-ce que vous expliquez cette stratégie de girouette des États-Unis ? D'abord, première chose, il y a eu une attaque idéologique très forte aux États-Unis, notamment au moment de la période Elon Musk, la période de la tronçonneuse que vous avez pu observer comme moi, qui a amené à la suppression du USAID. Vous parliez de Marco Rubio, à la fin de l'année 2025, il y a eu une forme de réinvestissement. Parce que même dans le Parti républicain, il n'y a pas une homogénéité de l'attaque généralisée contre l'aide publique au développement et la solidarité. En particulier parce qu'on voit les conséquences négatives quand on procède à des coupes trop massives. Donc s'agissant de la Somalie, c'est un des 4 pays au monde qui a le plus perdu avec la baisse des financements américains. Il y a aussi le Soudan, par exemple, ou la République démocratique du Congo, si on reste en Afrique. Mais des gens sont morts suite à la suppression de ces aides ? Mais c'est assez probable. C'est-à-dire que quand on est sur des éléments type aide alimentaire, ce type de programme, oui, il y a des vies. On n'est pas toujours capable de les tracer individuellement, mais c'est sans doute parmi les choses qu'on verra un peu plus tard. Mais c'est quand même frappant, je trouve, comme conséquence de voir qu'au sein d'une même année, d'abord une baisse très forte, et puis après, face aux conséquences, un réinvestissement. Pas à travers USAID, c'est le département d'État américain qui aujourd'hui porte ces programmes, mais comme vous le disiez, il y a un retour dont on peut espérer qu'il aide à... Qu'il soit durable. Qu'il soit durable et qui permette d'alléger un peu les conséquences. Il y a des éléments globaux. Hein. Vous parlez des États-Unis, il y a beaucoup de Somaliens qui partent dans la sous-région, Kenya, Éthiopie, mais aussi à l'étranger. Et en même temps, Vincent Hugelet, il n'y a pas que les États-Unis, ce n'est pas que leur faute. Il y a aussi d'autres pays, notamment les Occidentaux, l'Union européenne, qui font des coupes budgétaires. L'affaissement de l'aide, aide humanitaire, aide en termes d'agriculture, aide budgétaire, est spectaculaire. On estime qu'il y a eu une diminution de 60% des aides globales à la Somalie dans les 3 années écoulées. C'est-à-dire que les embardées américaines sont dévastatrices. Parce que ce dont on a besoin quand on travaille sur le terrain, et vous savez quelque chose, c'est de la permanence. De pouvoir installer un programme dans la durée. Suivi de population, continuité de l'approvisionnement, semences, etc. Quand vous êtes sur du on and off perpétuel comme ça, vous brisez les élans et les volontés. Vous avez quand même des dizaines d'ONG qui ont quitté la Somalie parce qu'une partie substantielle de leur financement venait précisément de l'USAID. C'est une posture qui est criminelle, et pas seulement d'ailleurs en matière de nourriture, mais regardez les chiffres aujourd'hui du sida, regardez le combat contre le paludisme. C'est des trucs tout bêtes, les moustiquaires imprégnés, donc d'un produit répulsif, efficace pour les jeunes enfants, pour les mères allaitantes, etc. C'est crucial. Et quand vous coupez les vivres aux ONG qui assurent l'acheminement de ces moustiquaires, eh bien vous envoyez à la mort des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Et Lucille Grosjean, le PAM, donc le Programme alimentaire mondial, avertit qu'il pourrait cesser ses opérations d'ici le mois prochain, d'ici la fin du mois de juillet. Notamment sur l'ampleur des distributions alimentaires. Et ça veut dire réduire, d'autant plus, sinon ça veut dire réduire des portions, réduire le nombre de familles, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils arrêteront toutes leurs opérations, notamment en Somalie, vu la situation, mais en tout cas une réduction. Nous, effectivement, aussi à l'UNICEF, on a eu une baisse en gros de 30 à 40% de nos financements sur la Somalie. On a dû aussi fatalement participer à réduire, faire des choix, devoir faire des choix qui sont horribles, parce que très clairement, il y a des morts. C'est le cauchemar de tout soignant. De faire un choix. Choisir qui sauver. C'est une phrase que j'ai lue dans un témoignage récent d'un humanitaire qui opère en Somalie. Mais pardon, est-ce que la générosité de l'opinion publique, de nous, vient compenser ou pas du tout les pertes actuelles budgétaires ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une sensibilisation de l'opinion publique qui a été assez forte pour la Somalie il y a encore quelques années ? La générosité du grand public, elle est là, elle existe, mais elle ne pourra jamais remplacer les financements mondiaux des États. Et en plus, il y a une responsabilité des États qui ont parlé du réchauffement climatique et de la responsabilité climatique. La responsabilité climatique, elle n'est pas au Somalie. Et du coup, c'est aussi ça, l'aide. Ça peut être de la compensation par rapport à des désordres causés. Donc il y a une vraie responsabilité des États également. Oui, parce qu'il y a 131 millions de dollars d'aide d'urgence nécessaires selon le fameux PAM, Programme d'aide alimentaire. Et moins de 15% aujourd'hui qui sont fournis. 13%. Ouais, Thomas Melonio. Et la Somalie n'est pas le seul pays concerné par ces coupes budgétaires. L'ONU alerte sur une aggravation de la faim dans 13 pays, notamment le Soudan. Donc on est dans quelque chose de plus global actuellement en Afrique.
Bien sûr, mais là on parle de la Somalie aujourd'hui, mais si vous regardez l'ensemble de la Corne, donc on voit la carte ici, que ce soit l'Éthiopie, le Kenya, sont des pays où il y a également des sécheresses. Les sécheresses ne sont pas du tout limitées aux frontières, mais plus généralement, si vous regardez l'Afrique de l'Ouest aussi, vous avez des phénomènes de hausse des températures et donc des sols plus secs et des difficultés agricoles. Donc la Somalie, on voit un exemple peut-être avec un pays où c'est plus l'élevage qui est directement impacté. Dans d'autres pays, ça sera plutôt l'agriculture, donc je ne généralise pas, mais de manière générale, quand vous avez une élévation de la température, vous allez avoir des problèmes agricoles qui peuvent être sérieux. Et c'est vrai que vous disiez, est-ce que la générosité individuelle peut se substituer USAID, c'était à peu près 42 milliards de budget. Donc c'est très compliqué d'espérer que des individus se substituent à un État avec des philanthropes très riches. Même généreux, mais vous voyez, la Fondation Gates va passer de 6 milliards à 9 milliards par an. Donc plus 3 milliards. Évidemment, même un homme très riche et très généreux en l'occurrence fait plus 3 milliards, ça ne peut pas compenser moins 42 milliards. Voilà. Alors, encore une fois, ce qui est plus un motif d'espoir, s'il faut en trouver un, c'est qu'il y ait une forme de réinvestissement parce qu'on voit les conséquences qui débordent de la Somalie dans le reste du monde. Que ce soit par des réfugiés ou par des problèmes de sécurité dont on parlera plus tard. Mais donc ça montre que c'est pas innocent, c'est pas non plus indolore quand on fait des économies, et parfois on a besoin d'en faire, je ne le conteste pas du tout, mais ça a des conséquences. Vincent Hugeux, quelle est la situation géopolitique en Somalie? Est-ce qu'il y a, on sait qu'elle est très chaotique, très instable, est-ce qu'il y a une emprise de groupes djihadistes? Alors, vous avez là aussi toute la collection des fléaux géopolitiques. Alors, d'abord, 1991, la fin d'une dictature avec un certain Siad Barre qui tenait le pays à la schlag. C'est à ce moment-là que le Somaliland, qu'on apercevait sur la carte tout à l'heure dans le nord, fait sécession. Et d'ailleurs, il a été reconnu pour la première fois par un État, l'État d'Israël. On pourrait évidemment réfléchir à la raison qui a motivé cette démarche inédite. Donc vous avez à la fois un pouvoir qui est contesté, vous savez, c'est une structure fédérale en théorie, la Somalie. Donc il y a des États qui sont en bisbille avec le pouvoir central, avec le président, et vous avez aussi depuis 20 ans un pouvoir, ou une impuissance d'ailleurs, qui est aux prises avec des phénomènes djihadistes, en l'occurrence ce qu'on appelle les Shebab, donc qui sont eux affiliés en théorie à Al-Qaïda, même s'il y a aussi une petite filiale locale de l'État islamique. Donc il y a des pans entiers du territoire, notamment entre Mogadiscio et le sud-ouest, qui échappent totalement au contrôle des autorités. Ces djihadistes sont très actifs encore aujourd'hui. Oui, ils sont très actifs. On en parle moins, mais ils sont toujours extrêmement actifs. Encore une fois, ils contrôlent une partie du pays. Et puis, pour ajouter à cela, vous avez donc un président... l'histoire de la Somalie, c'est l'histoire de mandats élastiques et d'élections ratées. Bon. Et de corruption. Et là, le 15 mai, le mandat de Hassan Sheikh Mohamud, donc le président en titre, arrivait à expiration. Un bricolage constitutionnel a permis de l'étendre en théorie, mais ça a suscité des oppositions, etc. Donc vous avez, encore une fois, c'est pour ça que je parlais de ce cocktail toxique tout à l'heure, vous avez aussi cette instabilité permanente, ces accrochages. Il y a eu des combats au début du mois de juin dans Mogadiscio, ce que les habitants de la capitale n'avaient pas vu depuis très longtemps. Alors justement, vous évoquez cette instabilité permanente, on va y revenir avec notre archive. La Somalie a été broyée par la guerre civile que vous venez d'évoquer, c'était entre 78 et 91, vous me corrigez si ce n'est pas une erreur, avec des conséquences dramatiques sur le plan humanitaire, même après la fin officielle du conflit. Notre archive date de 92. La nourriture est en Somalie une denrée plus rare que les fusils. Les 10 000 tonnes livrées chaque mois sont insuffisantes pour nourrir un peuple entier. La nourriture, les Somaliens se l'arrachent et au bout du compte, ce sont les armes qui font la loi. À l'évidence, si l'aide humanitaire internationale était plus importante, plus massive, le recours à la protection armée ne serait peut-être pas indispensable, mais ce n'est pas le cas. Il faut bien se l'avouer, la communauté internationale a failli à son obligation morale, celle de sauver un pays en danger de mort. Lucile Grosjean, il y a encore des gens aujourd'hui en Somalie qui fuient ces situations de conflit que vous rencontrez sur les routes. Bien sûr, et comme on le disait, c'est souvent un mix à la fois du conflit local, et ces conflits localisés sont aussi beaucoup sur des ressources en eau, sur des terres, etc. Donc il y a les conflits, il y a la sécheresse, etc. Donc effectivement, les gens fuient. On en est à plus de 3,5 millions de personnes qui sont déplacées dans le pays, donc c'est énorme. Donc oui, ils fuient pour essayer de trouver de l'aide quelque part et des ressources. Le blocage du détroit d'Ormuz a eu des conséquences sur le prix des denrées, puisque le pays importe son pétrole et beaucoup de denrées alimentaires. Alors, conséquence, le prix de l'énergie a doublé, le prix des engrais a doublé et le prix de l'eau a doublé. La Somalie, c'est un pays où le prix de l'eau va dépendre de l'énergie à cause des pompes et aussi de l'utilisation de camions pour délivrer de l'eau. Donc, on peut citer ces 3 chiffres. Bien sûr, ça a des conséquences sur la pauvreté. Diagnostic des agences onusiennes, même si le fameux mémorandum aboutissait à une paix durable, à une réouverture permanente du détroit d'Ormuz, ce qui n'est pas prouvé,
on ne pourrait en mesurer les effets bénéfiques qu'au début de l'année prochaine, dans le meilleur des cas, parce qu'il faut là encore réinstaurer une normalité qui était totalement bouleversée par cet épisode. Et effectivement, il y a un vrai enjeu de délai qui rentre en jeu, et notamment là en Somalie, où on est sur du flux tendu, sur l'approvisionnement en produits nutritionnels notamment. C'est un vrai enjeu, parce qu'on est aujourd'hui sur du potentiellement 4 à 6 mois de délai pour refaire rentrer un peu massivement des produits nutritionnels dans le pays. Donc c'est une vraie problématique. Et l'eau, vous parlez de l'eau, comment on gère ce manque d'eau? Eh ben, il y a des endroits où on creuse très très profond, c'est pour ça qu'il y a besoin de pétrole, c'est qu'il y a des puits qui peuvent être à 300 mètres de profondeur, etc. Et du coup, il y a besoin d'un système de pompe qui marche au pétrole pour la faire remonter. Donc on va puiser dans des nappes, mais qui effectivement ne sont pas infinies globalement. Donc c'est aussi pour ça que les gens se déplacent à un moment ou à un autre. On évoquait les enfants qui sont les premières victimes de la malnutrition, des crises de famine aiguë, mais les femmes aussi sont victimes de cette façon et d'autres façons. Alors déjà, on parle de la malnutrition parce que notamment dans les périodes où elles sont enceintes, il y a un besoin de nutriments qui est plus important, donc elles vont être ou dans les périodes d'allaitement où on a besoin de plus de nutriments et donc elles vont être victimes. Après, on retrouve tous les phénomènes liés à la guerre, bien sûr, de séparation de familles. Dans les camps de déplacés, il y a une promiscuité qui est énorme, donc il y a tous les enjeux qu'il peut y avoir de protection, d'agression, etc. Sexuelle et autres. Et puis en plus, quand on est dans des zones d'extrême pauvreté, il y a beaucoup d'endettement et du coup il peut y avoir des systèmes pour essayer voilà, tout est bon pour essayer de trouver à manger à un moment ou à un autre. Donc oui, la situation est très compliquée pour les femmes et les enfants. Thomas Meloniot, vous avez été conseiller Afrique de François Hollande lorsqu'il était président. C'est difficile de sensibiliser les politiques à ces problèmes d'un autre continent. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'urgences nationales. On parle du changement climatique en France en ce moment beaucoup plus peut-être qu'il y a 15 jours ou 3 semaines. Donc je ne dis pas du tout d'ailleurs qu'il n'y a pas d'urgence et de besoins nationaux. En revanche, je crois que c'est utile d'ailleurs dans des émissions comme la vôtre, mais de montrer ce qui se passe à l'étranger, de comprendre la connexion d'ailleurs entre nos propres, par exemple, émissions de carbone, ce n'est pas le seul sujet, mais celle de pays émergents et ce qui va advenir dans le reste du monde, et de pouvoir illustrer ce qui est par construction loin de nous. Donc bien sûr, l'urgence, les demandes nationales ont tendance à éclipser le reste. Et je me réjouis en tout cas qu'on puisse montrer, pour le meilleur et pour le pire aussi, ce qui se passe à l'étranger. Ce que j'espère quand même, c'est que ça donne envie d'agir. Donc, comment agir? Vous voyez, à l'AFD, avec la coopération suisse, on soutient un programme pour appuyer les éleveurs, pour par exemple éviter la mortalité des troupeaux. Je ne dis pas que c'est à l'échelle des problèmes, en fait, c'en est assez loin, mais on peut quand même agir même dans des contextes compliqués. Mais en effet, ça suppose toujours de se dire oui, c'est important et je peux faire un peu plus. Et je ne suis pas indifférent à ce qui se passe dans le reste du monde. Et il faut le mettre en lumière, comme vous l'avez fait tous les 3 ce soir. Merci infiniment d'être venus évoquer la situation en Somalie. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudier et Marie Bonisseau. D'autres sujets, évidemment. La rénovation du bassin réfléchissant du mémorial Lincoln de Washington. Énième lubie trumpique, c'est une catastrophe. Puis on évoquera un fait de société, la fin d'un micro-monde, la disparition des cabines d'essayage dans les magasins. Ça, c'est en Occident et plutôt en Europe. Mais d'abord, le mot vedette du jour, rage. La rage est de retour en Europe. C'est entendu. Un nouveau cas de rage a été recensé en France. Du risque de rage. La rage, c'est un virus. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Rage, du latin rabies, fureur, désigne une infection virale mortelle qui peut être transmise à l'homme par certains mammifères, notamment le chien. Le 10 juin, l'Agence française de sécurité sanitaire a alerté sur une recrudescence préoccupante des cas de rage en Europe centrale, conséquence directe de la guerre en Ukraine. La rage, contre laquelle un chercheur français a trouvé le vaccin, testé en 1885 sur un gamin de 9 ans, fait son retour chez les animaux à l'Est. En 2025, 109 cas ont été identifiés en Roumanie, où un homme est mort après une morsure de chien errant, soit le premier décès dû à la transmission de la rage par un animal non volant dans l'UE depuis 2012. Le renard roux, principal vecteur de la rage en Europe, est généralement traité en larguant depuis les airs un appât parfumé au poisson refermant un vaccin antirabique. Mais la guerre en Ukraine entrave les opérations et le virus se propage, sûrement, mais lentement. De 60 km par an au maximum si aucune mesure n'est prise. Et c'est heureux, car dans un corps, le virus de la rage se multiplie dans les muscles, pénètre les nerfs, remonte lentement jusqu'au cerveau et infecte le système nerveux. De son chapelet de symptômes, l'un des plus effrayants est l'hydrophobie. Le malade veut boire, mais les muscles de la gorge se contractent violemment dès qu'il essaye d'avaler.
En dehors du cas notable d'une Américaine aux anticorps survivalistes, aucun adulte ne survit à la rage. À moins, n'en déplaise aux antivax, de recevoir illico après avoir été griffé ou mordu, une picouse dite de prophylaxie après exposition. En 2023, 3000 Français, dont 70% de retour de l'étranger, ont reçu ce shoot de précaution. Un tir de barrage. Fort joli, les chroniqueurs approuvent le jeu de mots, ne le tient. Bonsoir Marie, bonsoir Xavier, lors de vos chroniques. Alors, à Washington, le bassin réfléchissant, je vous vois venir tout à l'heure, du Lincoln Memorial est l'objet d'un feuilleton politique. La rénovation voulue par Donald Trump est un fiasco. Et alors, il menace de prison quiconque le critique et s'en approche. C'est ça. Vous nous racontez l'histoire du bassin. Oui, exactement, Elisabeth. C'est en 1791 que le président George Washington décide de doter les États-Unis, alors tout jeune pays, d'une capitale fédérale, et il en confie les plans à un homme, Pierre-Charles L'Enfant. C'est un Français, il est né à Paris, il est le fils d'un peintre du roi, lui-même il a fait des études de peinture, et puis jeune, à 23 ans, il s'engage volontaire pour aller combattre avec ces insurgés des colonies britanniques d'Amérique qui se soulèvent pour obtenir leur indépendance. Il combat d'ailleurs aux côtés de George Washington, et puis après la guerre, il s'adonne à l'architecture. Vous voyez, il se voit confier la réalisation d'une ville, c'est pas rien, hein. Alors il s'inspire de ce qu'il connaît, cet homme-là. Donc, une cité idéale, telle qu'on peut l'imaginer en France, à Paris, Versailles, vous voyez, avec des grandes perspectives, des gros bâtiments, des grandes avenues. Et puis une inspiration politique, ça c'est drôlement intéressant, la séparation des pouvoirs, un big up Montesquieu, d'un côté le pouvoir législatif avec le Capitole, le pouvoir exécutif, le manoir présidentiel, on ne parle pas encore de Maison Blanche, et tout ça très démocratique parce que c'est un jardin ouvert, accessible à tout le monde, c'est pas comme un jardin aristocratique qui serait fermé. Mais le plan n'est pas réalisé. Mais non, l'enfant est colérique. Il se fâche. Ah bon? Il se fâche avec les gens. Il se fâche avec un propriétaire qui doit exproprier tout un bazar. En tout cas, c'est abandonné, il est écarté. Il meurt en 1825 sans gloire. Washington, c'est alors une ville à la campagne. Il faut vraiment attendre la guerre de sécession pour que Washington prenne de l'ampleur. Donc on est dans les années 1860. C'est au moment où le pouvoir fédéral se renforce avec le président Abraham Lincoln. Et au moment d'embellir la ville, au début du XXe siècle, eh bien, on ressort les plans de l'enfant. Et on se dit, mais c'était pas mal ce truc-là. Alors, il faut les améliorer. Par exemple, l'enfant, lui, avait imaginé des promenades, des fontaines. Et les architectes du XXe siècle, eux, voient beaucoup plus grand. Et ils imaginent un miroir d'eau qui relie le mémorial dédié à Lincoln, qu'on voit là tout au fond, et puis de l'autre côté, l'obélisque, qui est un monument en l'honneur de Washington. Les travaux sont terminés en 1922. Et c'est magnifique, hein, la perspective, ça y est, elle est là, elle est gigantesque, hein, c'est le National Mall, avec, là aussi, une portée symbolique. C'est l'humain qui maîtrise la nature, sauf que la réalité est brutale, parce que tout de suite débute une lutte absolue contre les algues et contre les fuites. Et ça n'arrête pas, et on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, donc, vous voyez que cette nouvelle campagne menée par le général Trump, c'est un échec, c'est un revers évident contre Trump. Alors, sans doute que, contrairement au miroir d'eau, cette campagne de rénovation manquait de réflexion. N'a pas été réfléchi, quoi. Voilà, bien vu, Mauduit. Alors, Marie, premier jour des soldes, ça nous avait échappé, c'est aujourd'hui. Et vous nous parlez d'un phénomène, la disparition des cabines d'essayage dans les magasins. Oui, les cabines, ce pauvre petit mètre carré d'intimité, toujours trop court, le rideau, et puis les tas de vêtements à essayer qui tombent invariablement de la patère branlante. C'est notre croix à toutes et à tous, ces cabines d'essayage. Et ça tombe bien parce que c'est peut-être quelque chose qui désormais appartient au passé, comme les dinosaures et le patriarcat. Cherchez l'intrus. En tout cas, à l'heure où je vous parle, de Londres à New York, en passant par Toronto, ces cabines sont démontées une à une par la marque Brandy Melville, la marque de vêtements préférée des ados anglo-saxonnes, nous assure le Guardian. Ils n'ont pas donné d'explication officielle pour cette suppression, qui a énervé plein de clientes sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on s'habille? Mais des vendeuses ont quand même laissé entendre que la marque n'en pouvait plus de décoller les chewing-gums des cabines d'essayage. Ces chewing-gums, c'était une ruse trouvée par les clientes pour tenir justement ce rideau trop court qui s'ouvre à chaque fois. Mais oui, c'était absolument dégoûtant, mais ça marchait très bien. Plus largement, dit le Guardian, en pleine crise des magasins de vêtements, 7000 magasins qui ont fermé en France en 10 ans.
Les États-Unis appellent ça la retail apocalypse, carrément. Bon, bah, dans ce contexte catastrophique, donc, les marques cherchent évidemment à faire des économies. Or, les cabines d'essayage, c'est tout un business à gérer, ça demande plein de personnel. Et donc, on les sacrifie. Il y a plusieurs enseignes qui ont fait ce choix. Est-ce que ça marchera? En tout cas, il est vrai que avec le e-commerce qui se développe et les plateformes de seconde main comme Vinted, il y a beaucoup de jeunes clients qui ont pris le pli d'essayer les habits chez eux, chez elles, et puis de les renvoyer si ça va pas. Tandis que, parallèlement à ça, Google et d'autres développent carrément des cabines d'essayage virtuelles. C'est-à-dire ? Il y a un habit que vous adorez, vous envoyez une photo, un selfie de vous, et hop, l'application vous enfile comme par magie ce vêtement convoité. C'est comme ça que ça marche. Évidemment, ça vous va bien, comme ça vous achetez. Voilà, alors si après tout ça, la cabine d'essayage, la bonne vieille cabine vous manque, eh ben, la seule solution, c'est de gagner plein d'argent. Parce que de l'autre côté du spectre, à l'inverse de l'ultra fast fashion de mauvaise qualité, les marques haut de gamme, voire de luxe, elles ont développé leur cabine d'essayage, elles les ont transformées en un véritable cabine à faire. Mais oui, exactement. On y passe des heures avec des portes qui ferment bien, carrément du champagne qui peut être servi à Londres, et puis des miroirs bienveillants dont l'éclairage vous rend beau, même si vous avez un chewing-gum dans la bouche. Réfléchissants, eux aussi, qui réfléchissent bien. Bon, merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.